Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tuto, astuce. Je sais pas trop comment décrire cette vidéo parce qu'en fin de compte, je suis en train de la tourner juste à la demande d'une utilisatrice de PrestaShop sur le forum qui rencontre des difficultés pour une installation chez Planet Hoster. C'est un partenaire que j'ai depuis très longtemps, avec qui je travaille, Planet Hoster, depuis qu'ils sont implantés en France, je crois, même avant qu'ils soient implantés en France, vu qu'ils étaient au Canada. C'est des Québécois que j'aime beaucoup. Et elle a rencontré des difficultés sur une installation PrestaShop qui a planté son hébergement, un truc vraiment très bizarre. Et elle m'a parlé d'une chose, c'est qu'elle utilisait la nouvelle version de l'hébergement de Planet Hoster, qu'on appelle NOC. Vous voyez en haut, c'est indiqué ici, NOC. Je ne l'avais jamais utilisé, donc j'ai créé sur mon espace Word que j'ai, qu'on peut découper en plusieurs tranches. J'ai créé une tranche avec ce nouveau interface de gestion qui remplace cPanel. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc ça va être assez étrange parce que je vais tout faire en direct. C'est une première pour moi, donc j'espère que je vais pas faire trop d'erreurs. De toute façon, si je fais des erreurs, je les effacerai. Mais je vais essayer de pas m'y reprendre à 50 fois, donc si vous m'entendez bafouiller, si vous m'entendez hésiter, si vous m'entendez ne plus parler, c'est aussi une possibilité, c'est que mon cerveau réfléchit. Je suis un mec, donc il y a des fois je peux pas faire deux choses à la fois. Donc première chose, j'ai créé mon espace, je rentre dans mon espace de gestion, donc je suis dans mon NOC, mon espace Word, ça c'est la première page. Rien d'extraordinaire, j'avais déjà vu l'ancienne version de l'espace Word qui était assez simple, avec donc la partie gestion de messagerie, gestion des noms de domaine, de langage, alors oui, c'est pas français, anglais, et ainsi de suite, c'est les langages de programmation, hein, PHP, Node.js, Ruby, Python. Justement, on va regarder la partie PHP, parce que vous savez que PrestaShop sur les dernières versions fonctionne jusqu'en 7.3, pas encore 7.4 et pas encore la 8. Donc on peut choisir la 7.3. On a toutes ces versions possibles, sans supplément de prix, sans coût supplémentaire, comme chez certains hébergeurs que je ne citerai pas pour pas leur faire de la pub, mais ils se reconnaîtront, on en parle assez souvent sur le forum PrestaShop pour les critiquer, et c'est assez pratique. De plus, vous voyez que vous avez la possibilité d'activer certaines extensions PHP qui sont de base installées, que vous pouvez activer si vous avez envie. Par exemple, on va activer Opcache, qui est quand même pas négligeable. Mais je crois pas qu'on ait besoin d'autre chose. Il y a Zip. Je regarde vaguement là comme ça. Franchement, hein, je vous le dis, hein, c'est la première fois que je le vois. Je découvre. Je sais pas s'il y a des trucs qui vont nous manquer. Bon, en même temps, je vous dirai si ça manque, on le rajoutera. Pour l'instant, je sauvegarde ça. Donc on a la partie base de données, fichiers, et ainsi de suite. Donc c'est assez traditionnel. Si vous avez utilisé cPanel, si vous avez utilisé d'autres espaces de gestion, vous y retrouverez. Pour installer PrestaShop, la première chose que je fais, c'est que je ne passe pas par une installation automatique. Je ne passe jamais par une installation automatique de PrestaShop, parce que les installations automatiques de PrestaShop sont pas souvent la dernière version, on choisit pas celle qu'on veut, et en plus, elles installent automatiquement PrestaShop en anglais. Et moi, je suis français, et j'aime bien avoir mon petit PrestaShop en français. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur l'espace de PrestaShop pour le télécharger. Et je vais vous montrer une astuce que j'utilise toujours, et qui n'est pas une astuce extraordinaire, c'est pas le Saint Graal. Donc je suis sur le site de PrestaShop, je vais dans Produits, PrestaShop, j'arrive sur la page de téléchargement de PrestaShop, et on se rend compte ici que je dois renseigner des informations pour télécharger la dernière version. Je ne les renseigne jamais, et pourtant je télécharge toutes les versions, parce que je passe par ce petit lien qui est toutes les versions. C'est un ancien lien, il s'appelait les anciennes versions avant. Donc là, j'ai toutes les versions 1.7 qui sont sorties. Il y en a beaucoup. Je peux carrément récupérer les versions 1.6, 1.5, 1.4, toutes les versions de PrestaShop. Ce qui est intéressant pour moi comme développeur, de pouvoir avoir plusieurs installations en 1.7, en 1.6. J'ai abandonné le support maintenant pour les 1.5, 1.4 et autres versions, mais j'ai toujours des clients qui les utilisent. Donc je suis toujours obligé d'intervenir dessus sans problème. Mais là, intéressons-nous à la dernière version, la 1.7. C'est la 1.7.2 qui est sortie le 22 février, c'est-à-dire hier, quand j'enregistre cette vidéo. Et donc je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. On télécharge une archive, donc c'est un fichier zip. La première chose qu'on doit faire, c'est désarchiver le fichier pour obtenir un répertoire dans lequel on va trouver un fichier index, un fichier installation HTML et un fichier PrestaShop.zip.
Moi, je vais m'intéresser à ce fichier PrestaShop.zip qui contient l'intégralité du site PrestaShop. Je n'utilise jamais les fonctionnalités d'installation de PrestaShop, je les ai jamais installées, jamais utilisées, et c'est pas maintenant que je vais commencer. Donc, je reviens là, et je suis sur mon World. La première chose qu'on doit faire quand on installe PrestaShop, que ça soit sur un Word, sur un cPanel, sur un Plesk ou n'importe quoi d'autre, quel que soit votre espace, c'est de créer une base de données. C'est là que vont être enregistrées toutes les données de votre boutique PrestaShop. Donc, il n'y a pas de base de données. Je vous dis, je viens vraiment de créer l'espace, j'ai rien fait d'extraordinaire. Donc, base de données actuelle, utilisateur, je dois créer une base de données. Donc, ma base de données, je vais l'appeler PrestaShop. Et je vais en profiter pour créer un utilisateur, vous voyez. On peut créer l'utilisateur en même temps, et je vais l'appeler PrestaShop pour gagner du temps. N'utilisez pas PrestaShop, choisissez un nom plus complexe, quelque chose qui vous est propre. C'est un conseil que je vous donne. En mot de passe, je vais utiliser celui qu'on me propose et je vais surtout l'enregistrer dans un coin, dans un petit fichier texte. Je suis sur Mac, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Herbele, qui est anciennement La Fraise et qui me permet, c'est un fichier texte banal, c'est un peu comme un Notepad Plus ou autre sur PC. Mais je mets toujours de côté cette information pour la conserver, parce qu'on en a besoin plus tard. Donc j'enregistre, j'ai tous mes trucs pour enregistrer mes mots de passe. Ok. Ça, c'est fait. Donc on retourne à la base, utilisateur actuel, je me pousse, je vais même me réduire pour éviter de gêner trop l'affichage. On a l'utilisateur, je peux le renommer, ce qui ne me sert à rien. J'ai tout. Maintenant, il faut s'occuper des fichiers. Donc, on peut faire une connexion FTP, SFTP, SSH, ainsi de suite. On va faire au plus simple. On imagine que vous ne savez pas utiliser FTP. Apprenez-le, c'est indispensable. Mais on va partir sur la base. Le gestionnaire de fichiers qui permet, dans un nouvel onglet, d'accéder à l'intégralité de vos fichiers, de votre hébergement. Donc là, moi, c'est public HTML. Donc je rentre dans le répertoire public HTML. Je vois qu'il y a le well-know et welcome.html. Welcome.html, je peux l'enlever, c'est le fichier. Bah tiens, faisons l'expérience. Si j'appelle Mediacom 87.bzh, on tombe sur quoi? Voilà, c'est la page d'attente. Rien d'extraordinaire. Ça, j'en ai plus besoin. Je le ferme. Donc, ça, on peut l'effacer. Je dois cliquer là, j'imagine. Pas du tout. Comment on fait? Tout simplement un clic droit. Vous voyez, je découvre, c'est en direct. Hop là, je supprime le fichier. C'est un petit peu lent. Et je vais rajouter donc un fichier. Comment je fais? Ah, c'est là. Upload. Ah, upload zip, je connais pas. Pourquoi ça m'affiche pas mon fichier PrestaShop? Tac. Si je prends carrément ça et que je glisse le zip dedans. Upload and unzip, c'est encore plus simple. Voyez, upload and unzip. J'upload et j'unzip en même temps. Ouais, ça va vite, je sais. Vive la fibre. Bien sûr, vous pouvez le faire en ADSL, ça prend un petit peu plus de temps, mais vous verrez, c'est tout à fait faisable. Moi, on va faire une petite pause. Ça sert à rien d'attendre que vous restiez devant pour dézipper. Ça va prendre un petit peu de temps. Je vous reprends après. Bon, on se retrouve. Comment dire, ce fut une expérience très désagréable. Donc la partie fichier, gestionnaire de fichiers, on va oublier, il va servir qu'à une seule chose, à faire l'upload du fichier PrestaShop.zip.
faut être très franc. Vous allez dans public HTML donc et vous faites l'upload de PrestaShop.zip. Ne demandez surtout pas de des IP, c'est sans fin. Donc PrestaShop.zip qui est là. Je l'ai uploadé bêtement. Quand je dis bêtement, je l'ai uploadé avec ce système-là, je l'ai glissé, déposé, c'est parfait, ça va rapidement. Après, vous quittez cet espace. Ça ne sert plus à rien. C'est totalement inutilisable. Je vais informer Planetoaster, ça changera peut-être rien, mais ils sont peut-être en développement là-dessus, mais c'est par rapport au cPanel qui est presque instantané, là, la décompression prend juste ces 500 fichiers par 500 fichiers, et rien que pour 500 fichiers, il faut presque 30 à 40 secondes. Donc c'est impossible avec 26 000 fichiers. Donc, technique différente, on fait la connexion SSH, pas par ici. On va directement sur son espace World ici avant d'y accéder, c'est l'espace service Planetoaster. On a ici la connexion SSH, il suffit de cliquer dessus, ça va ouvrir votre logiciel SSH et d'utiliser votre mot de passe SSH qui est ici. Ça va créer la connexion automatique. Et là, vous vous connectez en SSH et vous faites ce qu'on appelle un unzip. Donc, je reviens. J'étais à la racine. Donc on va là. Oui, on va revenir à la racine. J'étais là. Donc si je fais ls, j'ai bien que mail public HTML et www. C'est un alias www, hein, c'est pour faciliter la vie. Donc si je fais cd www, je rentre dans mon répertoire www. Ou si je fais ls, normalement je devrais trouver que le PrestaShop.zip. Là, j'ai déjà fait la décompression, je me suis pas amusé à tout effacer pour tout revenir. Et après, vous faites unzip presta tabulation PrestaShop.zip, ça le remplit automatiquement en faisant tabulation. PrestaShop.zip et vous faites entrer. Et vous patientez, ça prend 1 minute 30 à tout casser. Donc là, moi c'est fait, on fait exit. Je ferme mon logiciel, je ferme la connexion, je quitte mon logiciel, terminé. C'est bon. Donc voilà. Maintenant, si je vais sur mon Mediacom 87.bzh, je tombe sur l'installation de PrestaShop. On est bon. Quelle aventure, hein. Je vous explique pas. Next. Je suis d'accord avec la licence. Vous remarquez que tout est en français. C'était une des caractéristiques que voulait la personne en question sur le forum. C'est que quand on installe en automatique, on installe en anglais, normal. Et là, on a au moins l'installation en français. Normal, je suis français. J'installe en français. Le nom de la boutique. Donc, test tuto. C'est bien. L'activité, je la mets jamais. Franchement, c'est que pour des stats pour eux. Installer les produits démo. Oui, moi, je les installe dans le cadre ici, mais vous n'êtes pas obligé. Donc moi, c'est Tanguy. On est sur Jacquet. On prend mon adresse habituelle avec mon mot de passe. Tout ça est faux, hein, vous cherchez même pas, rien n'existe. Et je mets suivant. Ne pas enregistrer, ne pas enregistrer. Ça me le met en 127.0.0.1, localhost, ce qui est normal. Le nom de ma base. Ah, on revient ici. Base de données. Base de données. SQL. Ma base de données, elle s'appelle ainsi. Je fais un copier-coller. Je fais toujours des copier-coller. Ça m'évite de faire des fautes de frappe. Le nom, l'identifiant de la base, c'est mon utilisateur. Vous savez, avec mon mot de passe que j'ai enregistré là. Hop là. Préfixe de la table PS underscore. Mettez autre chose, PS tuto par exemple. Underscore, c'est juste pour changer les choses. Supprimer les tables. C'est une option qui a été rajoutée parce que normalement il faut supprimer les tables à la main, mais comme certains n'y arrivaient pas, on a rajouté l'option. Moi, la base est vide et je teste la connexion. Et la connexion fonctionne, bien sûr. Je fais suivant. Ah, punaise, ça enregistre. La création de la base de données, un petit peu de pub pré-PrestaShop au passage.
le temps de boire une gorgée. J'ai pas ma mug Friends of Presta parce qu'elle est au sale, tout simplement. Donc ça charge, vous voyez, ça prend du temps aussi. En même temps, j'ai pas un gros hébergement, hein. C'est la structure même de cet hébergement, c'est qu'elle s'est répartie entre plusieurs hébergements. Donc j'ai que 3 CPU, 5 Go et 6 mégabits par seconde. Donc on est à la moitié, voire au tiers d'un hébergement normal World sur Planet Hoster. Donc bien sûr que ça va prendre du temps. 45%, remplissage des tables, configuration de la boutique, installation des modules. L'installation des modules prend un peu de temps parce que PrestaShop fait une installation, on a récupéré les modules sur ses repos sur GitHub, je pense. J'ai pas toute la procédure exacte, mais ça doit être ça, j'ai jamais regardé vraiment. Il récupère tout, parce que si vous ouvrez l'archive de base de PrestaShop, vous n'avez pas les modules. Jusqu'à la version 1.6, donc la version 1.5, on avait encore la liste des modules dans l'archive, tous les modules qui sont installés de base. Là, ça les récupère automatiquement au moment de l'installation. Comme l'installation des modules add-ons, ça c'est les modules tiers que vous avez, genre Cronjob, je pense qu'il vient de là. S'il existe encore, parce qu'ils en ont archivé plein la semaine dernière, donc je sais pas ce qui existe encore. En tout cas, ça installe. Petite remarque. Vous allez voir, moi je vais le laisser tourner, je vais vous montrer quelque chose. À la fin de la procédure, automatiquement le fichier, le répertoire admin qui est installé de base va être renommé. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité, normalement il demandait à ce que ça soit renommé à la main. Mais en fin de compte, ça le fait automatiquement. Mais par contre, je crois qu'il y a un truc qui n'est toujours pas fait et que j'ai jamais compris pourquoi ça le fait pas automatiquement. Voilà, là moi j'ai mis tout ça, pour des raisons de sécurité. Vous devez supprimer l'install manuellement. Pourquoi ? Pourquoi manuellement ? Ça c'est la grosse question que je me suis toujours posée. C'est pourquoi on doit le désinstaller. Voilà, ils expliquent comment le faire. Pour renforcer facilement la sécurité, dossier install, dossier doc, RMI pour une... Pourquoi tout ça c'est pas effacé de base? Ça moi c'est un truc je comprends pas. Je comprends pas. Bon, donc faut aller encore effacer. Donc là je vais repasser par mon gestionnaire de fichiers. On va retrouver effacer le répertoire install. J'aurai peut-être une explication en commentaire. Si vous savez pourquoi il faut effacer le répertoire install à la main et pourquoi le script ne l'efface pas automatiquement à la fin, dites-le moi. Parce que moi, je vois pas l'intérêt. Parce que ça me prend 2 minutes de remettre le répertoire install. Hein. Ah oui, si vous avez la flemme de l'effacer et de le faire pas comme ça, vous mettez juste, vous renommez le répertoire install, ça suffit amplement. Mais bon, autant l'effacer, il sert plus à rien. Si je clique sur le bouton Administration, normalement, si je me trompe pas, il va renommer le répertoire admin. Allez, le répertoire admin, il est là. Il s'appelle admin. Si je clique là, il doit renommer le répertoire admin. Moi, je le fais pas. D'habitude, je renomme toujours mon répertoire admin à l'avance. Donc, je ne clique jamais sur ce bouton. C'est ça. Donc, il a renommé le répertoire admin. C'est admin 4151ch. C'est un code automatiquement créé. Il n'y a rien de particulier. Donc, moi, je suis ma configuration. De base, je n'ai rien fait. J'ai vraiment fait l'installation de base, mais même si j'ai rencontré ce petit souci avec la décompression de l'archive de PrestaShop.zip, que j'espère sera corrigé prochainement et je vous en reparlerai en commentaire dans la vidéo si j'ai des informations à ce sujet, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment l'installation de base. Hein. Je me suis aventuré dans rien. Voilà, c'est installé. Compliqué, hein? Bon, je vous rassure, PrestaShop n'est pas utilisé en tant que tel. Hein. Ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche pas parfaitement. Par exemple, voilà, quand on arrive chez PrestaShop, on a du speech, des pubs et des choses comme ça. Moi, ça m'agace rapidement. Donc, quitter le tutoriel, c'est pas mal. Et la première chose que je fais quand j'installe un PrestaShop, je vais dans le gestionnaire de modules et je vais effacer quelques modules qui n'ont strictement aucun intérêt.
Alors, je me redéplace pour pas gêner la visibilité. Bienvenue. Inutile. Désinstaller. Vous pouvez même l'effacer. Hein. On coche la case, désinstaller. Bim. Plus de design. Expertise PrestaShop. Un très joli logiciel qui vous permet d'avoir des petites coupes et des médailles. Ça ne sert à rien. Ça ralentit votre back-office. Totalement inutile. C'est bien, hein? On sort plus de la page, ça le fait directement en temps réel. On a les désinstallations avec la petite information. C'est plus trop pratique. Module de conseil et mise à jour. Pareil. Aucune utilité. Il est tellement nécessaire ce module que vous voyez, même, il n'est même pas traduit en français auprès de PrestaShop. Pour vous dire. On désinstalle. Je continue à descendre. PrestaShop Marketplace in your back office. Pareil. Désinstallation. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Des désinstallations. Voilà. Des modules totalement inutiles. Après, moi j'ai des modules que j'enlève automatiquement. PrestaShop Checkout, vous pourrez peut-être le garder. PrestaShop Ads, moi, me sert à rien, donc je désinstalle. Je désinstalle toujours les modules qui ne servent à rien. Je ne désactive pas simplement un module. Je les désinstalle complètement. Le désactiver, il y a toujours des effets de bord, ça le coupe pas complètement. Le bouton de partage de réseaux sociaux. Il y a un truc de dingue chez PrestaShop quand même. Ça, faut qu'on en parle. Depuis des années, on explique à PrestaShop qu'il faut faire des modules utiles et ainsi de suite. Ils nous ont pondu l'expertise, ils nous pondent des logiciels pour avoir des stats, des machins, ils savent tout. Toutes les données sont envoyées à PrestaShop à chaque fois qu'on installe une boutique. Ils sont au courant que j'ai installé cette boutique, à quel endroit je l'ai installée, comment s'appelle l'administration de ma boutique, et ainsi de suite. Par contre, des modules comme le PS Cleaner qui vient d'être abandonné, le cron job qui marche pas de base, je sais même plus quel module, bloc wishlist qui a été abandonné. Il y a eu énormément de modules qui ont disparu, mais on a eu des trucs pour de la pub et ainsi de suite, et on a donc ce bouton de partage de réseaux sociaux qui a été transféré de la 1.6 à la 1.7, qui a dû demander quand même un petit peu d'effort pour l'adapter, et donc ces boutons qui sont présents sur chaque page et qui ne servent à rien. Personne ne clique jamais sur ces boutons. Arrêtez de faire croire aux gens que les gens cliquent. Vous ne cliquez pas vous-même. Donc pourquoi les autres cliqueraient? Les statistiques, moi je préfère passer par Matomo, mais ça c'est une autre histoire. Le fait que ça y soit, c'est bien. Notification de commande sur le favicon, c'est ici, c'est en haut sur votre fenêtre, ça permet d'avoir les informations. Comme ici, c'est les mêmes. Donc voilà. Donc déjà, on va gagner en rapidité sur l'affichage de la page des modules. Donc ça, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Autre chose. Passer tout de suite en SSL. Alors, je sais pas si... J'ai jamais testé, je vous dis, hein, cette forme d'hébergement chez PlanetHoster, qui est assez agréable, mais bon, qui est pas dingue non plus, puisqu'on a rencontré quelques soucis. Paramètres avancés, pas du tout, c'est paramètres généraux, ça. Donc, paramètres généraux, on va passer en SSL, donc on va tester, je clique, attention, risque probable de sécurité. Quand on a cette fenêtre, ça veut dire que le certificat SSL n'existe pas. Donc, on revient. On va sur son panneau World, se reconnecter... On ne coupe pas la session, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment, et on va voir pourquoi je n'ai pas mes certificats, gestion des noms de domaine, SSL, machin, renouveler le certificat. C'est assez simple, hein, il est bien fait. Moi, franchement, je connaissais pas, hein, c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple que ces panels, un peu moins fouillis, un peu plus à la portée du grand public, je pense, même s'il y a encore beaucoup de choses. Je pense que ça peut être intéressant. Moi j'aime beaucoup PlanetHoster, je les suis depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je sais plus depuis quand j'ai des hébergements chez eux. Eux ils le savent mieux que moi. Je suis très content moi d'une chose chez PlanetHoster, c'est le support. Après j'ai deux autres hébergeurs que j'aime beaucoup, dont le support est aussi très réactif et très agréable. C'est O2 Switch et aussi Always Data. Voilà, c'est les trois hébergeurs actuellement, donc en février 2021, que je conseille à mes clients.
Donc, le certificat est généré. Je retourne sur mes préférences. Je reclique ici. Et normalement, je retombe sur ma page. Oui, je comprends les risques. Je tombe token invalide. Normal. Je passe du SSL, du pas SSL au SSL. Donc, il y a une alerte de sécurité. Normal, parce que la structure même de mon identification n'est plus la même, puisque je suis plus sur le même domaine, entre guillemets. Hein, je mets des gros guillemets. Hein. Donc je mets oui que je veux passer en SSL, j'enregistre. C'est un peu fastidieux, hein, mais c'est... Je veux bien sûr activer le SSL sur l'ensemble du site. Je veux pas le SSL que sur la partie du paiement, ce genre de choses. Je le veux partout. C'est indispensable maintenant. En plus, c'est gratuit les certificats SSL. Il y a encore 4-5 ans, quand les certificats SSL étaient... 4-5 ans, je sais même plus où je dis 4-5 ans comme ça, hein, mais 4-5 ans avant que Let's Encrypt arrive et que les SSL deviennent gratuits, c'était payant, et ça coûtait cher. Donc, vous êtes pas mal de commencer votre commerce maintenant, parce que vous faites des économies déjà sur ce certificat. Si vous êtes une plus grosse entreprise en gérant des données beaucoup plus sensibles et ainsi de suite, bien sûr qu'il faut un certificat payant, qui apporte des sécurités et des garanties un peu plus importantes. Là, c'est le minimum, c'est très bien. Donc là, j'ai déjà le SSL, ma boutique est en place. Si je vais voir ma boutique, elle va s'afficher. Il n'y a aucun problème normalement. Je tombe sur ma boutique. Donc, ah ouais, c'est toujours pas corrigé ça quand même. C'est un truc de dingue. Donc, un truc qui n'est pas corrigé dans PrestaShop. Ici, il y a marqué neuf. C'est pas neuf, c'est nouveau. Je fais un article là-dessus. Sur mon site, où j'ai abordé ce sujet-là, il y a quand même pas mal de temps, hein, puisque c'est... On remonte, hein, on remonte. Ah ouais, le 7 juillet 2020 quand même, où je parle de cette problématique, où justement je découvre, par le biais d'une cliente, que il faut traduire neuf par nouveau, parce que c'est resté à neuf. C'est une erreur de traduction, regardez ça. Je l'invente pas, neuf. C'est un truc de dingue. Alors que c'est nouveau. Donc, vous trouverez, je vous mettrai le lien sur ce tuto, comment faire pour mettre la bonne traduction sur un truc qui est aussi bête que ça, qui aurait dû être corrigé depuis 2 versions déjà. Mais bon. Donc ma boutique fonctionne. J'ai les URL. Ah oui, chose particulière aussi que j'ai oublié de vous dire. Quand vous faites une installation automatisée, vous n'avez pas donc le français, il faut le rajouter. Je vais vous montrer comment le faire. Et vous n'avez pas les URL simplifiées. Vous savez, les URL simples, hein, où on a femme/2-9 brown, le pull colibri. C'est un truc de dingue. Hein. Pour activer les URL simplifiées, trafic et SEO, paramètres de la boutique, trafic et SEO. On va voir. J'ai encore des pubs et des trucs et des textes, alors que j'ai désinstallé plein de trucs. Faut que je trouve tout ça. C'est agaçant au possible. URL simplifié. Ah oui. URL accentué. Jamais. N'activez jamais cette option. On ne met jamais d'URL accentué. C'est une bêtise. Je ne comprends même pas que ça a été validé au niveau international. Les Français ont des accents. Non, jamais. Rediriger vers l'URL canonique. Quand vous faites le développement de votre boutique, 302, ça suffit. Quand vous avez fini et que vous passez en production, vous passez à 301. Personnellement, je vous conseillerais d'être toujours en 301. Et aussi, là, il y a une chose, vous avez créé votre boutique, vous l'avez installée, tout est bien, mais elle n'est pas en place. Donc ça serait dommage de référencer votre boutique avec le pull colibri et ainsi de suite. Donc pour éviter que les réseaux sociaux, enfin que les moteurs de recherche et tout récupèrent les informations, vous allez dans la partie paramètres généraux, maintenance, vous désactivez votre boutique, vous faites ajouter votre IP, vous faites enregistrer, et normalement, rien n'a changé pour moi. Ok. Moi, j'accède toujours au site, il n'y a aucun problème. J'efface l'adresse IP, j'enregistre,
Donc, je désactive la boutique. Et je retourne sur ma boutique. Et là, blim, nous serons bientôt de retour. We are currently updating our shop. Voilà. Tout simplement. On a souvent des demandes sur le forum pour comment on désactive sa boutique, pour empêcher les gens d'y accéder. Voilà. Ça prend 2 temps, 3 mouvements. C'est PrestaShop. On peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple. Moi, je réactive ma boutique parce que ça serait dommage quand même. Pour un tuto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'onglet... ah oui. Boutique activée, machin, les commandes, les catalogues, les langues. Ah oui, voilà. C'était la partie localisation. Langue. On a traduction, c'est bien. On a localisation, c'est mieux. Je vous explique pourquoi. Traduction, c'est juste pour les traductions. Ok. Dans traduction, je peux importer des packs de langues précis. Par exemple, je peux importer l'anglais ou ainsi de suite, mais ça apporte que ça. Partie localisation, c'est un peu plus poussé. Pour apporter la devise, les langues, les données de localisation et tout, c'est un peu mieux quand même, moi je trouve, les états, les taxes, un peu plus d'infos. Par exemple, je travaille pas mal sur le module Brexit en ce moment sur le Royaume-Uni. Ah oui, je me fais toujours avoir, c'est United Kingdom. Et je veux importer tout. Donc si j'importe tout, vous allez voir que ça importe beaucoup de choses. Yes. Langue. J'ai l'anglais. GB. Bah oui. C'est Great Britain que j'ai importé, donc les Royaumes-Unis, donc ça me l'a mis en anglais GB, mais en anglais US, il aurait fallu importer US, mais après ça c'est un détail. Devise, normalement j'ai la livre sterling qui doit être là aussi. Livre sterling, elle est là. Là je peux pas faire le taux de change en temps réel, parce que le module cronjob n'est pas actif. Alors je vais voir dans le gestionnaire, dans le catalogue de modules. Tac tac tac, ça va charger, je tape cronjob, qui est le module officiel PrestaShop qui permet de faire ça. Alors je tape cron. Le module officiel de PrestaShop qui permet de mettre à jour automatiquement les trucs n'existe plus. C'est hallucinant. Je le vis en direct avec vous, hein. C'est un truc de dingue. J'y croyais pas quand ils ont commencé à archiver les modules, mais je me suis dit c'est pas possible, ils vont pas faire ça, sachant que j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait des mails, j'ai déjà fait des tutos expliquant le côté ahurissant. J'en ai déjà discuté avec les équipes de PrestaShop, du côté ahurissant de l'obligation d'utiliser un module spécifique PrestaShop pour mettre à jour les taux de change. Je fais comment pour mettre à jour les taux de change? Il y a une URL normalement. L'URL n'est visible que si j'ai le module cronjob. Si je n'ai pas le module cronjob, je ne peux pas avoir l'URL. Je vous le montre. Je l'invente pas. Hein. Je ne l'invente pas. C'est un truc de dingue. Donc, je sais même plus où c'est. Localisation. Je suis mais abasourdi là. Devise. Ouais. Devise. Je peux pas. Je peux pas. Normalement, j'installe le menu cronjob, je clique ici à passer à oui, et automatiquement, dans le module cronjob, ça rajoute l'URL pour faire la mise à jour des taux de change. Mais cette URL n'est visible que si j'ai le module cronjob. Bien sûr, si moi, je vais chercher dans le code de PrestaShop comment on fait, machin, je peux vous retrouver le truc. Mais c'est pas le problème. C'est le côté aberrant des équipes de PrestaShop qui font ce genre de bêtises. Mais, malgré tout ça, malgré ce genre d'erreur énorme, je vous conseillerais toujours de passer par un logiciel comme PrestaShop. Mais comment vous voulez que je fasse la pub de la 1.7 quand on voit ce genre de choses? Je suis, mais, énervé au possible. Vous imaginez même pas le combat que c'est pour essayer de juste éviter ce genre de choses. Mais, certainement qu'il est mieux de faire des petits modules qui font des belles couleurs et qui récupèrent des stats plutôt que de faire fonctionner un logiciel dont ils sont propriétaires. Mais je vous rassure, leur conseil ça va être que je peux faire une PR, pull request auprès de GitHub,
parce que c'est open source et que je peux corriger le logiciel moi-même. Sauf que là, c'est pas corriger le logiciel, je vous dirais installer la 1.6 de PrestaShop. Elle fonctionne et il y a des modules cron pour mettre à jour automatiquement, gratuits, j'en propose sur mon site, développé par Samda depuis plus de 10 ans. Un module fonctionnel qui marche très bien. Gratuit, totalement gratuit, hein, depuis toujours, mais PrestaShop avait préféré développer le sien. Mais bon, ça avait l'air trop compliqué, ils ont préféré l'abandonner. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si, ah oui, si, on va parler paramètres avancés de la page performance. Ça, c'est une page qui est importante. Là, elle est pas configurée de façon optimale. Moi-même, pendant le développement, j'active l'option Apache. Compilation des templates. En phase de développement, vous pouvez recompiler les templates. Quand vous avez fini de développer votre boutique, vous remettez à ne jamais recompiler. Le cache, il est bien comme ça. Synchronisation multi-serveur, ne changez rien. Le type de mise en cache, n'utilisez jamais MySQL, c'est une erreur. Videz le cache à chaque fois qu'il y a une modification. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Vous allez modifier un produit, oui, il faut que le cache soit vidé automatiquement. C'est évident. Ou sinon, vous mettez en place des systèmes de vidage de cache automatique en pleine nuit, et ainsi de suite. Mais bon, je pense que si vous êtes en train de regarder ce tuto, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas des gens qui ont l'intention de monter des fermes de serveurs en load balancing pour gérer l'afflux de plusieurs millions de personnes sur votre boutique parce que vous passez à la télévision. Donc, on n'est pas sur ce cas-là. Je vous montre juste les bases. Donc ça, configuration de cache, je vous dis, quand je suis en développement, je suis comme ça, recompilé. Désactiver les modules non développés par PrestaShop. C'est très bien d'activer ça quand vous êtes en recherche d'un bug, pour voir si c'est un module PrestaShop ou un module tiers que vous avez installé qui provoque ça. Sinon, vous n'avez aucune raison d'y toucher. Désactiver toutes les surcharges. Pareil, ça vous permet de voir si le bug vient d'une surcharge ou pas. Les surcharges, c'est dans le répertoire Override à la racine de votre hébergement. Est-ce que j'ai encore... ça, c'est l'assistant. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Pas de secret entre nous. Je vais vous montrer le truc. Ça va être tout simple. Allez, charge. C'est fou, quand même. Donc, je vais dans mon public HTML... Et les surcharges sont toutes dans Override. Il est où? Override. Ici. Open. C'est surcharge des classes, des contrôleurs et des modules. Capital. Si vous voulez, vous ne modifiez jamais le cœur de PrestaShop, vous modifiez en mettant une surcharge de classe ou de contrôleur dedans. S'il y a des procédures, ça s'apprend, il y a d'autres tutos. Très bien fait, sur lequel moi-même j'ai appris comment faire. Donc, ça existe. Mais sinon, ça sert pas... Ah si, aussi. Quand vous faites une mise à jour de PrestaShop, souvent la mise à jour en one-click, avec le one-click upgrade, le module de PrestaShop, si vous utilisez ce module-là, automatiquement, ça désactive les surcharges. Vous avez cette option-là. Et donc, pensez, après avoir fait la mise à jour, à réactiver les surcharges. Je vois beaucoup de gens passer sur le forum ou venir me voir parce que plus rien ne marche. Et sauf que les surcharges, elles sont plus actives. Donc il y a beaucoup de modules qui utilisent des surcharges. Beaucoup de modules tiers en plus. Donc vous vous rendrez compte que c'est indispensable. Le mode debug, indispensable aussi. J'ai un article sur PrestaToolbox qui en parle. Comment l'activer sans passer par là. Parce que c'est bien d'activer le mode debug, mais ça va souvent vous déclencher un message d'erreur. Donc comment on fait pour désactiver le mode debug quand on peut même plus accéder à la page où il y a l'option du mode debug? C'est expliqué dans un de mes tutos. Comment le désactiver? C'est très simple, vous passez par un fichier, toujours pareil. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à installer son PrestaShop soi-même, pour savoir où sont les fichiers et comment ça marche. Comme ça, on peut intervenir et secourir sa boutique. Ça, c'est à vous de décider si vous avez besoin des caractéristiques des groupes clients. J'y touche jamais, moi. Ça reste comme ça. Les déclinaisons, là, je peux pas les désactiver parce qu'il y a déjà des produits avec des déclinaisons, donc on peut pas les désactiver, bien sûr. Ça, c'est la partie importante. De base, option Apache, si vous êtes sur Apache, bien sûr, si vous êtes sur Nginx ou autre, pas la peine, mais c'est toujours bien d'activer. Smart Cache et Smart Cache, feuille de style et code JavaScript, obligatoire quand vous êtes en production. C'est obligatoire, il n'y a même pas de question à se poser. Vous activez, vous faites oui, basta. La particularité,
c'est que maintenant, vous êtes sur une boutique qui se charge plus vite, mais par contre, quand vous examinez un élément, je prends n'importe quel élément, le fichier CSS, il s'appelle thème-machin, et c'est toujours la ligne 1.7 machin. Là, on est toujours sur la ligne 7. Le fichier, il est compressé, il est minifié. Là, ça le décompresse parce que je suis sur le navigateur, ce qui est côté génial. Mais sinon, c'est une seule ligne. Donc, mais ça charge plus vite. C'est l'intérêt. Et si je vous montre, si je désactive donc l'option Smart Cache pour les feuilles de style, parce que c'est le plus visible, je reviens, je recharge. Voilà, je reclique au même endroit, je refais examiner mon élément et je constate que j'ai thème toujours, mais c'est thème.css plus thème underscore machin. Donc vous allez pouvoir identifier certains modules, certains codes, certains machins un peu plus précisément si vous avez d'autres modules, d'autres éléments qui sont venus modifier le design. Et vous, sur une version 1.7, vous allez intervenir seulement dans le fichier custom.css ou custom.js si vous voulez modifier le JavaScript. Bon, enfin, dans tous les cas, nous, on s'en sert comme ça. Alors, en dessous, nous avons les serveurs de médias. Alors, c'est un vaste débat, vous allez avoir plein de sons de cloche. Moi, j'en suis revenu, j'utilise plus du tout de serveurs de médias, de CDN et ainsi de suite. J'estime que j'en ai pas besoin. Les CDN, pour moi, j'ai déjà fait des articles là-dessus, ne sont nécessaires que si vous travaillez énormément à l'international pour rapprocher les fichiers de vos clients. Mais c'est surtout en utilisant un vrai CDN. Content Delivery Network. C'est vraiment ça. Moi j'en utilisais, maintenant j'en utilise plus parce que les serveurs se sont améliorés, tout s'est amélioré, donc ça marche beaucoup mieux. Ça, n'activez jamais l'option de cache. Ça, vous l'activez jamais. Il n'y en a aucun qui marche convenablement sur PrestaShop. Si vous voulez apporter un plus à PrestaShop, vous cochez comme je vous ai montré au début de la vidéo sur l'option Opcache pour PHP. Point barre. Ça suffit amplement. Si votre site est lent, c'est qu'il est mal optimisé et c'est qu'il a un problème. J'ai une installation de base sur un tout petit serveur. On peut pas dire que le site soit lent. Le site n'est pas rapide, c'est pas une fusée, mais plus il va tourner, plus il va aller vite. Regardez ça. Chaque fois que je reviens avec Opcache et mon cache, moi, ce navigateur, vous voyez, ça va assez vite. Donc non, c'est quand tout est généré, là j'ai aucune visite, moi j'ai personne qui génère tout ce cache là. Parce que faut savoir que Opcache et tout fait partie de ces caches qui se génèrent avec la visite du site. Donc faut bien penser que plus c'est visité, mieux c'est. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas d'autres choses. Quoi vous dire d'autre? C'est pas compliqué. Il y a des bugs, il y a des corrections, va falloir que je me plaigne auprès de PrestaShop pour cette histoire de cron job, va falloir que je fasse remonter l'information auprès de Planet Hoster pour ce problématique de gestionnaire de fichiers pour la partie archive qui est vraiment trop lente, trop lente, c'est vraiment un problème. Je vous ai montré comment le faire en SSH, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, je sais que vous avez peur souvent d'attaquer directement, mais Planet Hoster est un des seuls à proposer des connexions simplifiées à SSH et ainsi de suite. Donc franchement, n'hésitez pas à les utiliser. C'est vraiment bien plus pratique que d'envoyer vos fichiers et ainsi de suite. Mais vous pouvez simplement envoyer vos fichiers par FTP. Ça demande plus de temps, mais ça fonctionne. On faisait ça comme ça avant, et puis ça marchait très bien, et ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres astuces, d'autres tutos, d'autres idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'essaierai de voir ce que je peux faire. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est ma grande première, donc j'espère que ça vous a plu. Pour parler ensemble, on va se mettre un petit peu plus ensemble. Et même, on va tenter le diable pour mettre en plein écran. Donc, ce que je disais, c'est que si ça vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez des choses à voir que vous aimeriez bien que j'aborde, pas des trucs trop complexes, hein, parce que les trucs qui me demandent 6 mois de préparation pour une vidéo sur internet, j'ai du mal à les faire. Mais pour des petits détails d'utilisation, comment faire, pour voir la fiche produit, des choses comme ça, moi je peux le faire. Il y a la plupart des choses que je fais pas, moi, parce que je suis pas commerçant à plein temps. J'ai mon commerce de vente de modules, j'ai ma plateforme de vente de modules, mais
il y a plein de choses que je découvre avec mes clients. C'est mes clients qui m'apportent plein d'idées, nouvelles, différentes et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est important d'avoir un échange. Donc n'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi si vous voulez d'autres tutoriels. N'hésitez pas, je verrai, c'est moi qui déciderai ce que j'en fais après. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que je pourrai en faire d'autres. A plus!